Mes parents ont fait des doubles de mes clés d'appartement en secret et y ont fait emménager ma sœur pendant que j'étais au travail, alors je les ai tous fait arrêter. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous sidérer. Mais très rapidement, si vous appréciez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu silencieuse ces derniers temps, et votre soutien est essentiel pour que tout continue. Allons-y. Publication originale. Je suis James, 29 ans, homme, et je suis absolument furieux en ce moment. J'ai besoin de vider mon sac parce que je n'arrive vraiment pas à croire ce que ma famille m'a fait. Je suis assis dans mon appartement depuis 3 heures, à regarder les nouvelles serrures que je viens de faire installer, et je tremble encore de colère. Laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte. Je travaille comme ingénieur logiciel et je vis de manière indépendante depuis l'âge de 22 ans. J'ai acheté mon propre appartement il y a 2 ans. Sans aucune aide de ma famille, juste avec mes propres économies et un prêt immobilier que je rembourse moi-même. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est à moi. J'ai travaillé incroyablement dur pour l'obtenir, en faisant des semaines de 60 heures et en vivant de nouilles instantanées pour économiser pour la compte. Ma sœur, Émilie, 27 ans, femme, est l'enfant chéri. Elle l'a toujours été. Pendant que je me frayais un chemin à travers le Community College puis l'Université d'État, elle a obtenu une bourse complète pour une école privée, gracieuseté de nos parents, Robert, 55 ans, homme, et Patricia, 53 ans, femme. Quand elle a obtenu son diplôme en communication, ils lui ont acheté une voiture. Quand elle ne trouvait pas d'emploi dans son domaine, ils l'ont laissée revenir vivre à la maison sans payer de loyer. Quand elle a finalement trouvé un emploi à temps partiel dans une boutique, ils ont célébré comme si elle avait guéri le cancer. Je ne lui envie pas ce soutien. Vraiment pas. Ce qui me dérange, c'est la comparaison constante et l'attente que je devrais être aussi généreux avec elles qu'ils le sont. James gagne bien sa vie, disent-ils. James n'a pas d'enfant dont il doit s'inquiéter, disent-ils. James devrait aider la famille, disent-ils. Il y a 3 semaines, la situation de colocation d'Emily a capoté. Elle vivait avec son petit ami, Tyler, mais ils ont rompu après qu'elle a découvert qu'il voyait quelqu'un d'autre. Au lieu de retourner vivre chez nos parents, elle a décidé qu'elle avait besoin d'indépendance et a commencé à chercher un appartement. Le problème ? Son emploi à temps partiel dans une boutique ne couvre pas exactement les prix des loyers de Seattle. Mes parents m'ont appelé il y a 2 semaines avec leur solution, Émilie resterait avec moi temporairement pendant qu'elle chercherait un logement. J'ai dit, absolument pas. Mon appartement est mon sanctuaire. Je travaille à domicile 3 jours par semaine. J'ai ma routine, mon espace organisé exactement comme je l'aime. Et franchement, Émilie et moi avons des modes de vie très différents. Elle est désordonnée, bruyante et n'a aucune notion des limites. La dernière fois qu'elle est venue pour un week-end, elle a mangé tous mes repas préparés, laissé des taches de maquillage sur le comptoir de ma salle de bain et a invité des amis jusqu'à 3 heures du matin un soir de semaine. Je pensais avoir été clair, très clair. J'ai dit non à plusieurs reprises et j'ai proposé de l'aider à chercher des endroits abordables à la place. J'ai même proposé de lui prêter de l'argent pour un dépôt de garantie sous forme de prêt avec un accord écrit. Mais non, ce n'était pas suffisant pour mes parents. Ils insistaient sur le fait que la famille est de la famille et que j'étais égoïste avec mon espace supplémentaire. Pour le contexte, j'ai un appartement de 2 chambres. La 2e chambre est mon bureau, où je travaille littéralement et où j'ai des milliers de dollars d'équipement installés. Avance rapide jusqu'à hier. Je suis rentré de la salle de sport vers 19 heures pour trouver Émilie dans mon salon, entourée de boîtes et de valises. Elle était littéralement en train de déballer ses affaires dans mon appartement. Mes parents étaient là aussi, l'aidant à emménager, agissant comme si c'était tout à fait normal. Je ne peux pas décrire adéquatement la fureur que j'ai ressentie à ce moment-là. La violation, le manque de respect total et absolu. Quand j'ai exigé de savoir ce qui se passait, ma mère, Patricia, a simplement souri et a dit « Nous savions que tu finirais par accepter en voyant à quel point Émilie en avait besoin. » Mon père, Robert, a ajouté « Ne sois pas dramatique, James. C'est juste temporaire. » Émilie, pendant ce temps, parlait déjà de la façon dont elle allait égayer mon appartement de célibataire et de comment nous pourrions avoir des moments de complicité fraternelle. Elle avait déjà mis ses articles de toilette dans ma salle de bain et accroché ses vêtements dans le placard de mon bureau. Je leur ai dit à tous de sortir. Immédiatement.
Ma mère a essayé de me faire culpabiliser, disant que j'étais cruel envers ma sœur dans son moment de besoin. Mon père a essayé d'être sévère, me disant que cela se produirait que cela me plaise ou non. Émilie s'est mise à pleurer, disant que j'étais méchant et qu'elle n'avait nulle part où aller. Mais voici le comble. Voici ce qui m'a mis dans une rage folle. Ma mère a alors dit, eh bien, peu importe ce que tu dis. Nous avons fait faire des doubles de tes clés pour Émilie. Elle fait partie de la famille, et c'est ce qui va se passer. Ils avaient fait faire des doubles des clés. Apparemment, ils avaient pris ma clé de rechange lors de leur dernière visite. Je la gardais dans un tiroir de la cuisine en cas d'urgence et j'en avais fait plusieurs copies. Ils ont donné à Émilie son propre jeu de clés et en ont gardé un pour eux. Ils ont littéralement planifié cela dans mon dos, sachant que je dirais non, et ont décidé de bafouer mon autonomie en tant qu'adulte. J'ai perdu mon calme. Je leur ai dit qu'ils avaient exactement 10 minutes pour tout sortir de mon appartement où j'appelais la police. Mon père a ri et a dit que je n'appellerais pas les flics pour la famille. Alors, je l'ai fait. J'ai appelé le 911 sur le champ et j'ai signalé une effraction en cours. Cela les a fait bouger. Au moment où la police est arrivée, ils chargeaient les affaires d'Émilie dans leur voiture, ma mère pleurant sur la façon dont je déchirais la famille. J'ai expliqué la situation aux agents. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose puisque, techniquement, aucun crime n'avait été commis. Ils avaient une clé, même si elle avait été obtenue sans permission. Mais ils ont dit à ma famille de partir et de ne pas revenir sans ma permission. Les agents m'ont également recommandé de changer mes serrures immédiatement et d'envisager des caméras de sécurité. C'est donc ce que j'ai fait. Hier soir, j'ai appelé un serrurier d'urgence et j'ai fait changer toutes les serrures, portes d'entrée, portes arrière, même les fenêtres. Cela m'a coûté 400 $, mais chaque centime en valait la peine. Ce matin, j'ai installé une sonnette-ring et des caméras de sécurité couvrant toutes les entrées. J'ai également appelé la société de gestion de mon immeuble et j'ai explicitement révoqué toute autorisation pour les membres de ma famille d'accéder à l'immeuble ou à mon appartement pour quelque raison que ce soit. Ensuite, j'ai envoyé un SMS de groupe à mes parents et à Émilie avec une photo des nouvelles serrures et un message clair, j'ai changé toutes les serrures et installé des caméras de sécurité. Toute tentative d'entrer dans mon appartement sans ma permission explicite sera considérée comme une violation de propriété et sera suivie de poursuites judiciaires. Je suis également prêt à demander des ordonnances restrictives si nécessaire. Ce que vous avez fait n'était pas seulement irrespectueux, c'était une violation de ma vie privée, de mon autonomie et de mes droits en tant qu'adulte. Je paie pour cet appartement. Mon nom est sur l'acte de propriété. Vous n'avez aucun droit de prendre des décisions sur qui vit ici. Émilie, je suis désolé que ta situation de logement ait échoué, mais cela ne te donne pas droit à mon espace. Maman et papa, votre favoritisme et votre manipulation sont allés trop loin cette fois. Tant que vous ne pourrez pas respecter mes limites et vous excuser pour cette violation massive, nous n'avons rien à nous dire. Les réponses ont été immédiates et prévisibles. Ma mère m'a appelé en pleurant, disant que j'étais cruel et que la famille ne se traite pas de cette façon. Mon père a envoyé un long SMS sur sa déception face à mon égoïsme et sur le fait qu'il m'avait mieux élevé que ça. Émilie a publié sur Facebook que certaines personnes oublient d'où elles viennent et tournent le dos à leur famille quand elles réussissent un peu. Mais je m'en fiche. J'en ai fini. J'en ai marre d'être le responsable qui est censé se sacrifier pour quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit. J'en ai marre de la manipulation et des culpabilisations de mes parents. J'en ai marre que mes limites soient piétinées parce que c'est de la famille. Mon téléphone n'arrête pas de sonner avec des appels et des SMS de la famille élargie. Apparemment, mes parents ont appelé tout le monde, leur racontant leur version des faits où je suis le méchant qui a mis sa pauvre sœur à la rue. Des cousins, des tantes et des oncles m'ont tous envoyé des messages pour me dire que je devrais avoir honte de moi. Ma tante Linda a même dit, tes parents voulaient juste aider Émilie, et tu agis comme s'ils avaient commis un crime. Oui, Linda. Entrer par effraction dans la maison de quelqu'un et y faire emménager quelqu'un contre sa volonté est un crime. Cela s'appelle une violation de propriété et peut être une effraction, peu importe le lien de parenté. J'ai dû mettre mon téléphone en silencieux et configurer une réponse automatique expliquant que je fais une pause dans les drames familiaux et que je répondrai quand je serai prêt. La seule personne qui m'a soutenu est mon cousin Michael, qui a vécu quelque chose de similaire avec ses parents qui essayaient de faire emménager son frère chez lui sans permission. Il m'a dit de rester fort et que j'avais fait ce qu'il fallait. Je suis assis ici maintenant dans mon appartement avec mes nouvelles serrures,
sachant que j'ai fait ce qu'il fallait mais me sentant absolument misérable. Une partie de moi se demande si j'ai surréagi, mais ensuite je me souviens être rentré chez moi et avoir trouvé quelqu'un en train d'emménager littéralement dans mon espace sans mon consentement, et la colère remonte. Il ne s'agit pas du fait qu'Émilie a besoin d'aide. J'ai proposé de l'aider de manière à respecter mes limites. Il s'agit du fait que mes parents pensent qu'ils peuvent contrôler ma vie et ma propriété parce qu'ils sont mes parents. Je sais qu'ils vont intensifier la situation. Je sais que ce n'est pas fini. Ma mère m'a déjà envoyé un texto disant que je ne suis plus le bienvenu à Thanksgiving à moins que je ne m'excuse auprès d'Émilie. Mon père a menacé de me déshériter. La blague est pour lui, je n'ai jamais rien attendu de toute façon. Émilie a publié des mèmes passifs-agressifs sur la fausse famille et les gens qui oublient leurs racines. Mais je tiens bon. C'est la bataille que j'ai choisi de mener jusqu'au bout. On ne peut pas envahir la maison de quelqu'un et ensuite jouer la victime quand il se protège. On ne peut pas violer les limites clairement énoncées de quelqu'un et ensuite être choqué quand il y a des conséquences. Suis-je le connard ici? Parce que la moitié de ma famille agit comme si j'avais commis un meurtre, et je commence à douter de ma propre santé mentale. Mise à jour 5 jours plus tard. Eh bien, je savais que ça allait dégénérer, mais je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite ou de manière aussi dramatique. Je fais une mise à jour parce que j'ai besoin de documenter cette folie. Et honnêtement, j'ai besoin de soutien parce que je fais face à un niveau de folie familiale que je n'aurais jamais cru possible. Vous vous souvenez de ces caméras de sécurité que j'ai installées? Les meilleurs $300 que j'ai jamais dépensés. Elles se sont déjà rentabilisées d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. 2 jours après ma publication originale, je travaillais à domicile lorsque j'ai reçu une alerte de mouvement sur mon téléphone. J'ai ouvert le flux de la caméra pour voir Émilie à ma porte avec ce qui ressemblait à un serrurier. Je n'arrivais pas à le croire. J'ai immédiatement commencé à enregistrer sur mon téléphone comme sauvegarde et j'ai appelé le 911 pour signaler une tentative d'effraction en cours. Je me suis ensuite approché de ma porte sans l'ouvrir et j'ai crié « Émilie, tu es filmée. Je te vois. » Par immédiatement, ou je porte plainte. Le serrurier avait l'air confus et a demandé à Émilie si c'était sa résidence. Elle a effectivement dit oui. Elle lui a dit qu'elle avait été enfermée dehors par son colocataire après une dispute et qu'elle devait rentrer dans un autre appartement. J'ai ouvert la porte juste assez pour montrer au serrurier ma carte d'identité et mon contrat de location. C'est mon appartement. Seul mon nom est sur le bail. Elle ne vit pas ici et n'a jamais vécu ici. C'est ma sœur qui essaie de s'introduire chez moi. Le serrurier s'est immédiatement retiré, s'excusant et disant qu'il avait été trompé. Il est parti, malgré les supplications d'Émilie pour qu'il l'aide. Émilie a alors eu une crise de nerfs complète dans mon couloir. Elle criait que je ruinais sa vie, qu'elle n'avait nulle part où aller, que j'étais un frère terrible. Elle s'est assise devant ma porte et a refusé de bouger, disant qu'elle resterait là jusqu'à ce que je la laisse entrer. Je lui ai donné un dernier avertissement de partir, puis j'ai appelé la police. Quand les agents sont arrivés, les mêmes qu'auparavant, en fait, Émilie a essayé de jouer la victime, disant que nous avions eu un différend entre colocataires et que je l'avais expulsée illégalement. Heureusement, j'avais tout documenté, le bail, les images de sécurité, le précédent rapport de police. Les agents ont dit à Émilie qu'elle violait une propriété privée et qu'elle devait partir. Ils l'ont également averti que si elle revenait, elle serait arrêtée. Mais attendez, ça devient encore mieux. 1 heure après le départ d'Émilie, mes parents sont arrivés. Ils n'ont pas essayé d'entrer, ils avaient appris la leçon. Mais ils sont restés devant ma porte pendant 20 minutes, ma mère, Patricia, criant à travers la porte que je détruisais la famille, qu'Émilie séjournait dans un hôtel à cause de moi, un mensonge, elle est de retour chez eux, et qu'ils n'auraient jamais pensé élever un fils aussi sans cœur. Mon père, Robert, a essayé une approche différente, disant que si je n'aidais pas Émilie, il ne me pardonnerait jamais et je serais mort pour eux. Il a littéralement dit, tu choisis ton précieux appartement plutôt que ta famille. Quand nous ne serons plus là, tu le regretteras. J'ai tout enregistré avec ma caméra de porte. Chaque mot, chaque tentative de culpabilisation, chaque tactique de manipulation. Quand ils sont finalement partis, je leur ai envoyé une lettre de mise en demeure qu'un ami avocat m'avait aidé à rédiger. Elle stipulait que toute nouvelle tentative d'entrer sur ma propriété ou de me harceler entraînerait des poursuites judiciaires. L'explosion familiale qui a suivi a été nucléaire.
Mon téléphone a explosé de messages de parents dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Le récit que mes parents propageaient était que j'avais rendu Émilie sans abri et que j'avais appelé la police sur elle pour avoir simplement demandé de l'aide. Ils ont commodément omis la partie où ils ont essayé de s'introduire avec un serrurier ou leur précédente entrée forcée. Ma tante Karen m'a appelé en hurlant à propos des valeurs familiales. Mon oncle David m'a envoyé un long email sur la façon dont le succès m'était monté à la tête. Des cousins que je connais à peine commentaient les publications Facebook d'Émilie, me traitant de sans-cœur et d'égoïste. Émilie elle-même a posté une photo d'elle en pleurs avec la légende « Quand votre propre frère vous traite moins bien qu'un étranger ne le ferait ». Mais c'est là que les choses ont pris une tournure intéressante. Mon cousin Michael, celui qui m'avait soutenu, a commenté la publication d'Émilie avec des captures d'écran de mes images de sécurité, Émilie avec un serrurier, mes parents me harcelant à ma porte. Il a écrit « Peut-être que tu devrais raconter toute l'histoire, Émilie. S'introduire chez quelqu'un n'est pas demander de l'aide. » La section des commentaires a explosé. Certains membres de la famille ont redoublé d'efforts, disant que j'aurais dû la laisser entrer quoi qu'il arrive. D'autres ont commencé à remettre en question le récit qu'on leur avait servi. Quelques-uns m'ont contacté en privé, s'excusant d'avoir tiré des conclusions hâtives et demandant ma version de l'histoire. J'ai commencé un dossier documentant tout, chaque texto, chaque email, chaque publication sur les réseaux sociaux, toutes les images de sécurité. Mon ami avocat, Daniel, dit que j'ai assez d'éléments pour une ordonnance restrictive si je le souhaite, surtout avec la tentative d'effraction d'Émilie et le harcèlement continu de mes parents. Hier, le département des ressources humaines de mon lieu de travail m'a convoqué. Apparemment, ma mère avait réussi à trouver leur numéro et avait appelé pour leur dire que je traversais une crise de santé mentale et que j'avais besoin d'aide. Elle leur a carrément dit que j'agissais de manière erratique et que je coupais les ponts avec ma famille sans raison, suggérant que je pourrais être un danger pour moi-même ou pour les autres. Heureusement, ma patronne me connaît bien et a reconnu cela comme du harcèlement. Mais j'ai dû expliquer la situation et fournir des documents prouvant que j'allais bien et que j'étais harcelé par ma famille. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai officiellement demandé des ordonnances restrictives contre 3. J'ai également envoyé une lettre officielle à ma famille élargie avec les images de sécurité et une chronologie des événements, indiquant clairement que toute personne qui continuerait à me harceler en leur nom serait également coupée de ma vie. Les intermédiaires se sont pour la plupart retirés, bien que je reçoive encore des messages passifs-agressifs occasionnels. Émilie a lancé un GoFundMe pour sa situation de logement d'urgence, affirmant qu'elle a été rendue sans abri par sa famille. Il a récolté $200, principalement de ses amis qui ne connaissent pas toute l'histoire. Ma santé mentale en a pris un coup. Je ne dors pas bien. Je sursaute à chaque fois que je reçois une notification, et j'ai dû prendre quelques jours de congé pour m'occuper des affaires juridiques. Mais je ne regrette pas d'avoir tenu bon. Cela devait arriver. Le fait qu'ils aient escaladé jusqu'à tenter littéralement de s'introduire chez moi puis d'appeler mon lieu de travail montre à quel point ils sont vraiment toxiques et contrôlants. J'ai commencé une thérapie pour gérer la culpabilité et le stress. Mon thérapeute dit que je suis confronté à un système familial narcissique où je suis le bouc émissaire qui s'est libéré, et il ne supporte pas de perdre le contrôle. Cela aide d'avoir une validation professionnelle que je ne suis ni fou ni cruel. Je ne fais que me protéger. Je ferai une nouvelle mise à jour après l'audience pour l'ordonnance restrictive. Pour l'instant, je me concentre sur mon travail, je garde mes portes verrouillées et je me souviens que j'ai le droit à la paix dans ma propre maison. Mise à jour 2, 3 semaines plus tard. L'audience pour l'ordonnance restrictive a eu lieu hier, et j'ai beaucoup de choses à raconter. Attachez vos ceintures car cela devient absolument insensé. Tout d'abord, revenons à il y a 2 semaines. Après avoir demandé les ordonnances restrictives, les choses se sont calmées pendant environ une semaine. Je pensais qu'ils avaient peut-être enfin compris le message. J'avais tort. Ils ne faisaient que se regrouper et planifier leur prochaine attaque. Cela a commencé avec Émilie se présentant à mon lieu de travail. La sécurité ne l'a pas laissée entrer, Dieu merci, je les avais prévenus, mais elle est restée devant le bâtiment pendant 2 heures avec une pancarte qui disait « Mon frère James travaille ici et m'a rendu sans abri ». La sécurité a finalement appelé la police, et elle a reçu un avertissement pour harcèlement. Mon entreprise a été incroyablement solidaire et a même proposé que son équipe juridique m'aide avec mes ordonnances restrictives. Puis mes parents ont essayé une nouvelle tactique, les contrôles de bien-être. Ils ont appelé la police 3 fois en une semaine,
affirmant qu'il s'inquiétait pour ma santé mentale et que je pourrais être en danger. À chaque fois, des agents sont venus à ma porte. J'ai expliqué la situation, leur ai montré ma documentation, et ils sont partis. Le troisième agent m'a en fait dit d'accélérer les démarches pour les ordonnances restrictives car il s'agissait clairement de harcèlement. Mais le vrai drame est survenu 4 jours avant l'audience. Je me suis réveillé à 3 heures du matin au son de mon alarme de sécurité. J'ai vérifié les caméras pour voir Émilie essayant de grimper par la fenêtre de ma chambre depuis l'escalier de secours. Elle avait en fait apporté un pied de biche et essayait de forcer la fenêtre. J'ai appelé le 911 immédiatement. Cette fois, elle a été arrêtée, tentative d'effraction, violation de propriété et possession d'outils de cambriolage. Elle a passé la nuit en prison avant que mes parents ne la fassent libérer sous caution. On pourrait penser que c'était le fond du gouffre, mais non. Le lendemain, mes parents m'ont envoyé une lettre d'un avocat. Il menaçait de me poursuivre pour détresse émotionnelle et diffamation pour avoir partagé les images de sécurité avec des membres de la famille. Il prétendait également que je devais de l'argent à Émilie pour l'avoir expulsée illégalement d'un appartement où elle n'a jamais vécu et pour lui avoir causé des difficultés financières. Leur avocat semblait douteux, et une recherche rapide sur Google a montré qu'il avait été réprimandé par l'ordre des avocats à 2 reprises. J'ai tout transmis à Daniel, mon ami avocat, qui a officiellement pris mon cas pro bono. Il a envoyé une réponse qui disait essentiellement que leurs affirmations étaient sans fondement et que continuer à me harceler ne ferait que renforcer mon dossier pour l'ordonnance restrictive. Il a également souligné que partager des images de sécurité factuelles de crimes en cours n'était pas de la diffamation, c'était une preuve. L'audience pour l'ordonnance restrictive a eu lieu hier matin. Je pensais que ce serait simple étant donné toutes les preuves, mais ma famille en a fait un cirque. Ils sont tous venus, non seulement mes parents et Émilie, mais aussi mes tantes Linda et Karen, mon oncle David et plusieurs cousins. Ils avaient clairement coordonné leur tenue pour ressembler à une famille en deuil, tous en noir comme s'ils étaient à un enterrement. Émilie a été la première à la barre et a raconté une histoire larmoyante sur la façon dont je lui avais promis qu'elle pourrait rester avec moi, puis que j'avais changé d'avis et l'avais mise dehors, la laissant sans abri et sans ressources. Elle a pleuré sur commande, affirmant qu'elle était si désespérée qu'elle voulait juste me parler à travers la fenêtre. Lorsque mon avocat a présenté les images de sécurité d'elle avec le pied de biche, elle a prétendu qu'elle essayait simplement de rendre un outil que je lui avais prêté. Le visage du juge était impayable. Ma mère, Patricia, a témoigné que j'étais mentalement instable ces derniers temps, que je coupais les ponts avec la famille sans raison et que j'agissais de manière paranoïaque. Elle a suggéré que je pourrais être sous l'emprise de drogue ou faire une dépression nerveuse. Lorsque mon avocat l'a interrogée sur la fabrication de doubles de mes clés sans permission, elle a dit que c'était juste ce que les familles font et qu'elle était inquiète pour ma sécurité. Mon père, Robert, a essayé de jouer le patriarche sévère, disant que c'était une affaire de famille qui n'avait pas sa place au tribunal et que je jetais la honte sur notre nom de famille en exposant des différends privés. Il a carrément dit au juge qu'en tant que mon père, il avait le droit d'accéder à ma maison pour vérifier mon bien-être. Le juge a dû lui expliquer que les droits parentaux ne s'étendent pas à l'effraction dans les maisons des enfants adultes. Quand ce fut mon tour, j'ai tout présenté chronologiquement, les textos, les emails, les images de sécurité, les rapports de police, le harcèlement au travail, les faux contrôles de bien-être. Mon avocat avait tout organisé en une chronologie claire qui montrait un schéma de harcèlement croissant et de tentatives d'entrée illégale. Le juge a demandé directement à Émilie si elle avait déjà vécu dans mon appartement ou si elle avait une quelconque revendication légale de résidence là-bas. Elle a essayé d'esquiver la question mais a finalement dû admettre que non, elle n'y avait jamais vraiment vécu. Le juge a ensuite demandé à mes parents s'ils avaient fait des doubles de mes clés sans ma permission. Ils ont essayé de se justifier mais ont dû admettre que oui, ils l'avaient fait. Le juge a accordé les 3 ordonnances restrictives. 2 ans pour chacun d'eux. Ils ne peuvent pas s'approcher à moins de 500 pieds, environ 150 mètres, de ma maison ou de mon lieu de travail, ne peuvent pas me contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers, et ne peuvent pas publier de messages à mon sujet sur les réseaux sociaux. Le juge a spécifiquement noté que l'escalade, de la copie de clés non autorisée à la tentative d'effraction avec des outils, montrait un schéma dangereux qui justifiait les ordonnances de protection. La salle d'audience a explosé. Ma mère s'est mise à se lamenter, disant que je la tuais, qu'elle ne reverrait plus jamais son fils. Mon père m'a traité de honte pour le nom de la famille. Émilie a hurlé que j'avais ruiné sa vie et qu'elle me le ferait payer. Le juge a dû les menacer d'outrage au tribunal pour les faire sortir. En partant,
ma tante Linda a dit à haute voix, « J'espère que tu es heureux. Tu as détruit cette famille. » Mon cousin Michael, qui était venu me soutenir, a répondu, « Non, ce sont eux qui l'ont détruite quand ils ont essayé de s'introduire chez lui. Il a juste refusé d'être une victime. » Hier soir, le drame familial sur Facebook a atteint de nouveaux sommets. Emily a publié un message sur l'injustice du système judiciaire qui protège les agresseurs, en parlant de moi, tout en laissant les victimes sans abri, en parlant d'elle. Mes parents ont publié un message sur la perte de leur fils à cause de la maladie mentale et ont demandé des prières. La famille élargie est complètement divisée. Environ la moitié pense que j'ai raison, l'autre moitié pense que je suis le diable incarné. Mais voici la chose merveilleuse, je m'en fiche maintenant. Je suis libre. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas à m'inquiéter qu'il se présente à l'improviste. Je n'ai pas à faire face aux culpabilisations, à la manipulation, au mépris total de mes limites. Mon appartement est vraiment à moi maintenant. Mon entreprise a été incroyable à travers tout cela. Ils m'ont offert la possibilité de travailler entièrement à distance pendant un certain temps si j'en ai besoin, et ils m'ont même fourni des séances de conseils gratuites par le biais de notre programme d'aide aux employés. Ma patronne m'a dit qu'elle était fière de moi pour m'être défendu et qu'elle avait vu trop de gens laisser leur famille détruire leur vie parce qu'ils avaient peur de fixer des limites. J'ai également été submergé de soutien de la part d'endroits inattendus. D'anciens amis d'université qui ont vu le drame se dérouler sur les réseaux sociaux m'ont contacté. Mes voisins, qui ont été témoins d'une partie du harcèlement, ont proposé d'être des témoins si j'en avais besoin. Même mon propriétaire a appelé pour me dire qu'il me soutenait et qu'il avait ajouté ma famille à la liste des personnes interdites de l'immeuble. La thérapie m'a beaucoup aidé. Mon thérapeute dit que cette explosion d'extinction et l'escalade avant qu'il n'accepte finalement les limites est en fait un bon signe. Cela signifie que les limites fonctionnent. Elle m'a aidé à voir que j'ai été programmé depuis l'enfance à sacrifier mes besoins pour les désirs d'Emily. Et rompre cette programmation, c'est comme rompre une addiction. Je prévois de rester ferme avec le non-contact, même après l'expiration des ordonnances restrictives. J'ai changé mon contact d'urgence au travail pour Michael, mis à jour mon testament pour les exclure complètement, et je les ai retirés de toutes les autorisations bancaires ou médicales qu'ils auraient pu avoir. J'envisage également de déménager une fois mon bail terminé. Non pas parce que je fuis, mais parce que je veux un nouveau départ quelque part où ils ne sont jamais allés. Pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois. Je dors mieux en sachant qu'ils ne peuvent légalement pas s'approcher de moi. Je me concentre sur mon travail, mes amitiés et la construction d'une famille choisie de personnes qui me respectent vraiment. C'est parfois solitaire, surtout avec les fêtes qui approchent, mais c'est une solitude paisible, pas le stress chaotique avec lequel j'ai vécu pendant des années. Mise à jour finale, 3 mois plus tard. Je ne prévoyais pas de faire une autre mise à jour, mais quelque chose de majeur s'est produit qui ressemble à la justification ultime de tout ce que j'ai fait pour me protéger. Après que les ordonnances restrictives ont été accordées, la vie est devenue paisible. Merveilleusement, splendidement paisible. Je pouvais rentrer chez moi sans anxiété. Je pouvais travailler sans vérifier mes caméras de sécurité toutes les heures. Je pouvais exister sans les culpabilisations et la manipulation constante. J'ai commencé à guérir et à construire une vie libre de dynamiques familiales toxiques. Ma famille élargie est restée divisée. Certains parents m'ont discrètement contacté pour maintenir une relation avec moi, en faisant attention de ne pas violer les ordonnances restrictives en transmettant des messages. D'autres ont complètement coupé les ponts. Les deux situations me convenaient. Mon cousin Michael est devenu plus proche que jamais. Nous dînons maintenant ensemble chaque semaine, et il est devenu le frère que j'ai toujours voulu. Environ 6 semaines après les ordonnances restrictives, j'ai reçu un appel du bureau du procureur. Vous vous souvenez de la tentative d'effraction d'Emily avec le pied de biche? Il la poursuivait en justice, violation de propriété criminelle et tentative de cambriolage. Les images de sécurité étaient d'une clarté cristalline, et avec mon témoignage et le schéma de harcèlement, ils estimaient avoir un dossier solide. Emily pensait apparemment que les ordonnances restrictives signifiaient que les accusations criminelles disparaîtraient. Elle avait tort. Lorsqu'elle a été formellement inculpée, elle a perdu son emploi à la boutique. Il s'avère qu'avoir des accusations de cambriolage en cours n'est pas très bien vu dans le commerce de détail. Mes parents lui ont engagé un avocat, mais pas un bon.
Ils avaient dépensé la plupart de leurs économies pour l'avocat précédent lors de l'audience pour l'ordonnance restrictive et ne pouvaient pas se permettre une représentation de qualité. Le procès a eu lieu la semaine dernière. J'ai témoigné sur le schéma de harcèlement, la copie de clés non autorisées et les multiples tentatives d'effraction dans ma maison. L'accusation a présenté toutes les images de sécurité, les rapports de police et la documentation du comportement de plus en plus grave. La défense d'Émilie était essentiellement qu'elle était désespérée et voulait juste me parler. Le pied de biche, a soutenu son avocat, était pour l'autodéfense car elle avait peur d'être dehors la nuit. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Émilie a été condamnée à 6 mois de prison, avec sursis et mise à l'épreuve, 200 heures de travaux d'intérêt général, une thérapie obligatoire, et elle doit payer des dédommagements pour mon système de sécurité et les changements de serrure. Elle a également maintenant un casier judiciaire, qui la suivra pour toujours. Le juge a qualifié son comportement de violation flagrante des limites personnelles et a dit qu'elle montrait un schéma d'escalade préoccupant qui aurait pu entraîner des blessures graves. Mes parents étaient dévastés. Dans leur esprit, tout cela était de ma faute pour avoir impliqué la justice dans une affaire de famille. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Pendant le procès, autre chose a été révélée. Émilie avait déjà fait cela auparavant. Un de ses ex-petits amis s'est manifesté après avoir vu des nouvelles du procès sur des groupes Facebook locaux. Elle avait essayé de s'introduire dans son appartement après leur rupture, affirmant qu'elle y vivait et devait récupérer ses affaires. Il n'avait jamais porté plainte parce que ses parents l'avaient dédommagé et l'avaient supplié de ne pas ruiner sa vie. Cette information est sortie après le verdict, mais elle a validé tout ce que j'avais ressenti à propos de son comportement. Il ne s'agissait pas seulement du fait qu'elle était désespérée pour un logement, c'était un schéma de refus d'accepter les limites et de croire qu'elle avait droit aux espaces des autres. L'explosion familiale après le verdict a été nucléaire mais différente cette fois. Certains parents qui avaient été du côté d'Émilie m'ont contacté pour s'excuser. Ma tante Linda m'a envoyé un long email disant qu'elle avait eu tort et qu'elle était désolée de ne pas avoir vu à quel point la situation était grave. Même mon oncle David a appelé pour dire qu'il comprenait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Le développement le plus choquant est venu hier. Mes parents ont pris contact par l'intermédiaire de leur avocat, demandant si je serais prêt à faire une médiation familiale non pas pour me réconcilier, mais pour traiter ce qui s'était passé. Selon la lettre, ils suivent une thérapie, ordonnée par le tribunal pour Émilie, volontaire pour eux, et leur thérapeute a suggéré une médiation familiale pour aborder les problèmes systémiques qui ont conduit à la situation. La lettre contenait quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir, un aveu de faute. Pas des excuses, mais une reconnaissance qu'ils avaient dépassé les bornes et n'avaient pas respecté mon autonomie en tant qu'adulte. Ils ont admis avoir montré du favoritisme envers Émilie et m'avoir imposé des attentes injustes. Ils ont même reconnu que faire des copies de mes clés était mal et qu'ils avaient encouragé le comportement problématique d'Émilie. Je n'ai pas encore décidé pour la médiation. Les ordonnances restrictives sont toujours en vigueur, donc cela devrait se faire par l'intermédiaire d'avocats ou après leur expiration. Une partie de moi veut essayer, pour voir s'il y a un espoir d'une relation fonctionnelle. Mais une plus grande partie de moi est heureuse de la paix que j'ai trouvée et ne veut pas risquer d'ouvrir à nouveau cette porte. Mon thérapeute dit que le fait que j'ai même un choix est un énorme progrès. Il y a 6 mois, j'aurais sauté sur n'importe quelle chance de réconciliation familiale, aussi toxique soit-elle. Maintenant, j'envisage réellement ce qui est le mieux pour moi, pas ce qui les rendrait heureux ou ce qui paraîtrait bien aux yeux de la famille élargie. J'ai depuis déménagé dans un nouvel appartement, non pas par peur, mais parce que j'ai eu une promotion et que je pouvais me permettre un meilleur endroit. C'est dans un immeuble avec un portier, ce qui me donne une tranquillité d'esprit supplémentaire. Je n'ai parlé du déménagement à personne dans ma famille, sauf à Michael. C'est comme un nouveau départ, un endroit qui n'a jamais été souillé par leur invasion. La chose la plus importante que j'ai apprise de tout cela est que la famille n'est pas un laissez-passer pour violer les limites. Le lien du sang ne confère pas la propriété sur votre vie, votre espace ou vos décisions. Vous avez le droit de vous protéger, même de votre famille, surtout de votre famille si ce sont eux qui causent du tort. J'ai aussi appris que lorsque vous vous opposez à un comportement toxique, vous découvrez qui vous soutient vraiment. J'ai perdu certains membres de ma famille, mais j'ai approfondi mes relations avec d'autres. J'ai renforcé mes amitiés avec des personnes qui respectaient mes limites depuis le début. J'ai construit une famille choisie qui me traite avec plus d'amour et de respect que ma famille de naissance ne l'a jamais fait. À tous ceux qui vivent des situations similaires, documentez tout. Tenez bon.
Obtenez une aide juridique. Ne laissez pas la culpabilité faire de vous un paillasson. Vous méritez la paix dans votre propre maison. Vous méritez des relations qui ne vous obligent pas à sacrifier votre sécurité et votre santé mentale. Ce n'est pas égoïste de se protéger, c'est nécessaire. Quant à Emily, elle vit avec nos parents et fait ses travaux d'intérêt général. J'ai entendu par Michael qu'elle dit aux gens qu'elle est victime d'un malentendu, mais la plupart des gens ne la croient plus. Une condamnation pénale a tendance à changer le récit. Mes parents sont apparemment en thérapie de couple, confrontés à la réalité que leur complaisance a créé cette situation. Ils ont perdu la plupart de leurs économies en frais de justice. Leur fille a un casier judiciaire, et leur fils a une ordonnance restrictive contre eux. Tout cela parce qu'ils n'ont pas pu respecter un simple nom. Je me demande parfois à quel point les choses auraient pu être différentes s'ils avaient simplement accepté ma limite dès le début. S'ils avaient respecté mon nom à propos de l'emménagement d'Emily. S'ils n'avaient pas fait ces clés. S'ils n'avaient pas essayé de m'imposer leur volonté. Nous pourrions encore être une famille dysfonctionnelle, mais toujours connectée. Mais ils ont fait leur choix, et j'ai fait les miens. Je me suis choisi. J'ai choisi la paix. J'ai choisi la sécurité. Et malgré la douleur et le drame qu'il a fallu pour en arriver là, je referai le même choix. Mon nouvel appartement est calme. Ma vie est calme. Mon avenir est à moi de le décider. Et cela vaut plus que ce qu'une connexion familiale toxique pourrait jamais valoir.